Il n'était qu'un père célibataire en difficulté, essayant de tout gérer pour sa petite fille. Elle était une PDG milliardaire, trop puissante pour faire confiance à qui que ce soit et trop seule pour l'admettre. Lorsque leurs mondes se sont heurtés à cause d'une voiture empruntée et d'un parapluie oublié, aucun d'eux ne s'attendait à ce qui allait suivre. Une histoire de seconde chance, sur le genre d'amour qui ne fait pas de bruit mais qui dure. Restez avec moi, car celle-ci pourrait bien vous rester en mémoire. Comment réagiriez-vous? Poliment, ou poétiquement brutalement, l'assistante de Sloan Everhart posa l'enveloppe sur son bureau comme une grenade allumée enveloppée de satin ivoire. Sloan leva les yeux de son ordinateur portable. Le faire-part de mariage était là, impeccable et réfléchi, élégant, de bon goût et totalement insultant. Elle le prit et parcourut le texte doré en relief. Maxwell Grant et Malin Hawthorne invitent cordialement Mademoiselle UDI Sloan Everhart à célébrer leur union. Elle laissa échapper un petit rire sec comme du verre. Il pense vraiment que je viendrai. L'assistante haussa les épaules. Je pense que c'est le but, de voir si tu t'es déjà effondré. Non. Sloan étouffa sa voix comme de l'acier froid. Il ne veut pas de moi là-bas. Il veut mesurer les dégâts. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la baie vitrée, contemplant la skyline scintillante de Manhattan, légèrement brouillée par une légère bruine. La tour Everhart lui ressemblait, grande, posée, intouchable. Ce n'est pas une invitation, dit-elle. C'est une provocation. L'assistante attendit un instant. Alors, tu y vas? Le silence se prolongea. Puis, Sloan tourna son regard, soudain électrique et déterminé. Oh, j'irai, dit-elle, mais je n'irai pas seule. 3 jours plus tard, hall inférieur, Everhart Holdings. Jack Whitmore poussait un chariot chargé de caisses d'eau dans un couloir poli, en marmonnant. 15e étage eau de source premium. Et que les costards ne posent pas de questions sur le calendrier de livraison. Il tourna au coin et faillit percuter une femme. Désolé, je ne l'ai pas fait. Il leva les yeux et se figea. Elle était là, Sloan Everhart. Il n'avait pas besoin d'étiquette ni de présentation. Elle avait cette présence, celle qui dissipait les foules et assourdissait les salles, non pas par peur, mais par pure autorité. Elle s'arrêta aussi, l'observant, non pas comme si elle voyait un livreur, mais comme si elle examinait quelque chose. Jack était grand, mince, robuste, chemise délavée, jean usé et gants qui avaient connu plus de jours difficiles qu'il ne voulait en compter. Mais sa posture était droite, son regard impassible. Lorsqu'une petite fille apparut derrière lui et tira sur sa chemise, « Papa, ils nous ont encore donné la mauvaise boîte. » Son visage s'adoucit instantanément comme une fissure silencieuse dans un mur de béton. Sloan plissa les yeux. Pas vers lui, vers quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. Jack cligna des yeux. « Je suis le type avec le diable. » Pas vraiment sur ton radar de recrutement. Je n'ai pas demandé ton CV. Jack Whitmore. Tu es libre? Samedi soir? Il fronça les sourcils. Non, samedi soir, je lui donne des cours de maths en CE2. Elle sourit faiblement. J'ai besoin que tu m'accompagnes à un mariage. Le mariage de qui? Celui de mon ancien fiancé. Il m'a quitté. Maintenant, il en épouse une autre. Jack pencha la tête. Tu veux que je fasse quoi? Faire une scène. Un sourire suffisant. Sois ton rebond en smoking. Sloan s'approcha. Sa voix ne s'éleva pas. Elle baissa. Dangereuse et calme. Je veux qu'il regrette tout. Et je veux que tu en sois la raison. Jack laissa échapper un petit rire et secoua la tête. Madame, vous pourriez engager un mannequin ou un acteur de cinéma. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Elle soutint son regard. Parce qu'ils n'ont pas vos yeux. Cela l'arrêta. Non pas que ce soit de la flatterie. Ce n'en était pas. C'était précis. Pour la première fois depuis des années, personne ne le regarda à travers. On le voyait. Combien il demandait? 50 000. Un soir, pas de contact physique, pas de charade romantique. Sois juste poli, posé, et fais-le se sentir insignifiante. Il se tut. 50 000 $. Avec ça, il pourrait offrir à sa fille l'opération de l'oreille dont elle avait besoin. Payer 3 mois de loyer. Respirer. Il s'agenouilla,
ajusta délicatement le col de la jeune fille, puis releva la tête, et cette fois, il y avait du feu dans ses yeux. Une seule condition, dit-il. Sloan haussa un sourcil. Vas-y. Je choisis mon costume. Et je ne prétends être personne d'autre. Un sourire rare étira ses lèvres, le genre de sourire qui n'était pas facile à obtenir. Parfait, dit-elle. Je ne recrute pas pour un rôle. J'engage un homme qu'on n'oublie pas. La pluie frappait doucement contre les hautes fenêtres de la suite exécutive Everhart lorsque Jack entra dans la pièce comme s'il pénétrait en territoire ennemi. Il avait troqué son uniforme de livreur contre un simple enlet gris et un jean propre, mais il semblait toujours aussi déplacé au milieu du sol en marbre et des œuvres d'art qui n'avaient pas d'étiquette de prix. Sloan se tenait au bar, se versant un verre d'eau plate. Elle ne leva pas les yeux en parlant. Vous êtes en avance. J'ai toujours été en avance, dit Jack. Le monde a tendance à vous oublier si vous êtes en retard et sans importance. Elle se retourna, puis, mesurée, élégante, posée. Et vous, êtes-vous sans importance, monsieur Whitmore? Il la regarda dans les yeux sans ciller. À vous de me le dire. Vous m'avez repéré parmi une rangée de fantômes. Un silence s'installa entre eux, dense et muet. Sloan fit un geste vers le fauteuil en face d'elle. Asseyez-vous. Jack s'exécuta prudemment. Vous avez des questions, dit-elle. Posez-les. Il l'observa. Pourquoi moi? Vraiment? Sloan posa le verre sur ses doigts, sans bouger. Parce que vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a besoin de prouver quoi que ce soit, et ça terrifie les gens qui ont besoin d'applaudissements constants. Il se pencha en avant. Vous voulez rendre votre ex jaloux. Je veux qu'il soit perturbé, répondit-elle. Je veux qu'il vous regarde et se demande comment j'ai pu le remplacer par quelqu'un qui n'aspire pas à la gloire. Quelqu'un de solide, quelqu'un de vrai. Jack haussa un sourcil. C'est une séance de thérapie plutôt coûteuse que tu mets en scène. Les lèvres de Sloan se retroussèrent légèrement. Je ne cherche pas à guérir. Je cherche à perturber. Les doigts de Jack tapotèrent lentement sa cuisse. Tu as déjà pensé qu'il s'en ficherait peut-être? Que tu entrerais avec moi et qu'il sourirait et passerait à autre chose. Sa voix baissa d'une octave. Maxwell ne sourit que lorsqu'il gagne. Il m'a quitté pour un nom de famille, pas pour une personne. Et vous, soyez bienveillants et n'oubliez pas, parfois, les plus petits gestes de gentillesse peuvent changer. Maintenant, il veut que je sois là pour assister au dernier acte comme un investissement raté. Jack pencha la tête. Alors tu veux être le fantôme qui le hante? Non, dit-elle. Je veux être la tempête qu'il n'a jamais vue venir. Jack se pencha en arrière, laissant tomber la phrase. D'accord, dit-il après une pause. Je le ferai. Mais je veux tout par écrit, ajouta-t-il. Pas de surprise, pas de demande bizarre. Et si tes amis riches essaient de me transformer en un numéro de cirque, je m'en vais. Sloan hocha la tête, tendant déjà la main vers la tablette sur son bureau. Terminé. Et une dernière chose, monsieur Whitmore. Jack. Jack, répéta-t-elle, si vous devez marcher à mes côtés, j'ai besoin que vous soyez vif. Vous devrez gérer une conversation avec des PDG, des lots de fonds spéculatifs et l'occasionnel mondain qui pense au poids du personnel ou des meubles. Il sourit sèchement. Je dirigeais une salle comme celle-là à l'époque où on prenait encore mes appels. Elle marqua une pause. C'était le premier morceau d'histoire qu'il lui donnait. Tu as été dans ce monde. Le regard de Jack s'assombrit suffisamment longtemps pour savoir que ça te mord quand tu cesses de faire semblant. Sloan n'insista pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle lui tendit un élégant dossier noir. Voici le résumé. Le mariage a lieu ce samedi à 18h, au Mont-Lair Estate, à Greenwich. J'enverrai une voiture. Il y aura des caméras de presse. Tu seras vu. Je ne suis pas timide devant les caméras, dit Jack. Tu le seras peut-être quand ils commenceront à chercher ton nom sur Google. J'ai effacé mon nom il y a des années. Ça a attiré son attention. Tu n'es pas qu'un simple livreur, si? Jack se tenait debout, un dossier à la main, sans rien lire. Moi, je le suis maintenant. C'est tout ce qui compte. Le lendemain, Jack se retrouva devant la vitrine la plus intimidante qu'il ait jamais vue. Le nom était Lionel Endart Bespoke Menswear. Le genre d'endroit où il n'y avait pas de prix, parce que si on demandait,
on n'y était pas. Il faillit se retourner. Puis il repensa au test auditif de sa fille le mois dernier, à la façon dont elle avait regardé le médecin et demandé « Ai-je échoué ?» Et il entra. Un homme aux cheveux argentés et à la posture parfaite s'approcha, les yeux plissés à la vue des bottes de Jacques. « Puis-je vous aider ? J'ai un rendez-vous sous Everhart. » L'homme cligna des yeux. Puis, d'un geste expert, il sourit. « Bien sûr, monsieur. Par ici. » De retour à la tour Everhart, Sloan se tenait dans la suite de stylisme privé, les bras croisés, tandis que Jacques sortait de la cabine d'essayage. Son regard le scruta de la tête aux pieds. Costume noir en laine italienne, chemise impeccable, col ouvert, sans cravate, masculinité discrète, impeccable. Mais ce n'était pas le costume qui la fit s'arrêter. C'était la façon dont il le portait. Comme un homme qui avait déjà porté le pouvoir et qui ne s'en était pas privé. « Tu te nettoies bien, dit-elle d'une voix neutre. Jacques esquissa un sourire narquois. C'est incroyable ce qu'un budget de milliardaire peut faire. Tu as choisi le col ouvert ? Je ne porte pas de nœud. Sloan s'autorisa un sourire narquois. Tant mieux. Je ne sors pas avec des hommes qui s'étouffent pour s'intégrer. Jacques haussa un sourcil. On sort ensemble maintenant ? Elle s'approcha. Non, mais pour une nuit, le monde pourrait le penser. Et j'ai besoin que tu marches comme si tu étais à ta place. Je ne suis pas obligé de marcher comme si j'étais à ma place, dit-il. Je sais que non. Mais ça ne veut pas dire que je vais broncher. Leurs regards se croisèrent. Une tempête et un incendie. Aucun des deux ne scia. Puis elle se tourna légèrement et sa voix se réduisit à un murmure. Savez-vous ce qui fait transpirer les gens comme Maxwell ? La réponse de Jacques fut sans hésitation. Un homme qui n'en a pas besoin. Sloan hocha la tête. Alors donnons-lui une raison de paniquer. Ce soir-là, Jacques rentra chez lui et trouva sa fille en train de construire une ville avec des boîtes de céréales vides. Il laissa tomber le dossier sur la table. Elle leva les yeux brillants. C'est la dame qui t'a donné ce travail ? Oui, dit Jacques doucement. Mais ce n'est pas un travail. Qu'est-ce que c'est ? Jacques s'agenouilla près d'elle, lui repoussant les cheveux derrière l'oreille. Ce n'est qu'une nuit. Je vais porter un costume, manger de la nourriture minuscule et faire semblant d'être quelqu'un que les gens n'ignorent pas. Elle fronça les sourcils. Mais je ne t'ignore pas. Il sourit. Je sais, ma puce. Et c'est pour ça que tout ira bien. Elle marqua une pause. Vont-ils t'aimer ? Jacques la regarda longuement et silencieusement, puis prononça les mots qui définiraient tout ce qui allait suivre. Ils n'y sont pas obligés. Je ne vais pas là-bas pour être aimé. Je vais rappeler à quelqu'un ce qu'il a perdu. Le miroir ne mentait pas, mais parfois il hésitait. Jacques Whitmore se tenait raide sur l'estrade circulaire de la suite privée de Lionel et Hart, fixant l'homme qui lui était renvoyé. Ce n'était pas une reconnaissance qui le traversait. C'était une hésitation, comme s'il revoyait quelqu'un qu'il connaissait, une version de lui-même qu'il avait enfouie des années auparavant sous des contrats rompus, des nuits blanches et les pleurs de sa fille à travers une cloison d'appartement aussi fine que du papier. « Monsieur ?» demanda le tort en ajustant délicatement le poignet de la veste. « Est-ce qu'il est serré ?» Jacques fléchit les épaules. « Non, juste étrange. » Le costume était bleu nuit, parfaitement taillé et incroyablement doux contre sa peau. Le genre de costume qui ne s'adapte pas seulement à votre corps, mais à votre passé. Il se tourna légèrement, observant son profil dans le miroir. Les rides de son visage n'avaient pas disparu. La lassitude dans ses yeux ne s'était pas atténuée, mais il ressemblait étrangement à un homme qui n'était jamais tombé, à un homme qui n'avait jamais perdu. « Voulez-vous toujours le col ouvert ?» demanda le styliste. Jacques hocha la tête. « Si je dois porter vos peintures de guerre, je les garderai, une cicatrice visible. » Derrière lui, la voix de Sloan transperça le silence comme une lame. « Tu dis ça comme si l'élégance était une tromperie. » Jacques croisa son regard dans le miroir. « N'est-ce pas ?» Elle entra dans la suite, bras croisés, talons hauts, silencieuse contre le sol. Son expression ne vacilla pas. Non, tromper, c'est faire semblant de ne rien ressentir. L'élégance, c'est savoir exactement ce que l'on ressent et choisir de ne pas le montrer. Jacques se tourna lentement, lui faisant face. Alors, que suis-je en ce moment ? De l'élégance ou un mensonge en tissage coûteux ?
Tu es un homme qui se réapproprie quelque chose, dit-elle. Ni pouvoir, ni fierté, juste une présence. Jacques laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Sloan s'approcha d'elle, l'observant avec une précision qui semblait clinique et quelque chose de plus. Elle attrapa le revers de sa veste, le lissa doucement, puis lui tapota la poitrine. Tiens-toi droit. Ne baisse pas les yeux. Et si quelqu'un te demande qui tu es, je dis que je suis l'homme qu'elle ne pourrait pas remplacer. Sloan cligna des yeux, non parce que la réponse était inattendue, mais parce que c'était exactement ce qu'elle aurait dit. Cette phrase, murmura-t-elle, ruinerait un homme comme Maxwell. Jacques eut un sourire sec. Alors peut-être que je la garderai dans ma poche pour le dessert. Elle recula en hochant la tête. Tu passeras. Il haussa un sourcil. Passer pourquoi? Pour quelqu'un qui n'appartient pas à l'arrière-plan. Il y eut un silence, un instant où aucun des deux ne bougea. Puis Sloan se tourna pour partir, mais la voix de Jacques l'arrêta. Tu parles comme une femme habituée à être seule dans une pièce pleine de monde. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'est parce que je le suis. Plus tard dans la soirée, Jacques se tenait devant le miroir de la salle de bain de son petit appartement, portant maintenant le même tailleur sous la lumière jaune de la salle de bain. Sa fille Ellie s'appuya contre l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. Tu ressembles à un super-héros, murmura-t-elle. Il sourit. Je ne pense pas que les super-héros portent des mocassins, rigolait-elle. Mais tu as l'air de quelqu'un d'important. Jacques s'accroupit, rajustant l'ourlet de sa robe. Manche de pyjama. Je vais à un mariage, tu te souviens? Il y aura un gâteau? Probablement. Te reconnaîtront-ils? Il marqua une pause, puis secoua la tête. Non, mais ils sauront que je n'ai pas besoin d'être connu. Ellie pencha la tête. Ça paraît déroutant. Jacques rit doucement en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Ça veut dire que je n'y vais pas pour impressionner qui que ce soit. J'y vais parce que quelqu'un m'a invité et que, pour la première fois depuis longtemps, je crois que quelqu'un m'a vu. Ellie avait l'air pensive. La dame aux chaussures brillantes. Il sourit. Où est, elle? Elle s'approcha, enroulant ses petits bras autour de son cou. Eh bien, je te vois tous les jours, et tu es déjà ma personne préférée. Il la serra fort, sa voix à peine murmurée. C'est le seul vote qui compte, ma puce. Le lendemain matin, Sloan était assise dans son bureau privé, parcourant ses emails sans vraiment les lire. Dehors, la ville vibrait à son rythme habituel, mais en elle, quelque chose était troublé. Jacques Whitmore, sa façon de parler, sa façon de refuser, il se rétractait. Il ne courait pas après l'approbation, ne se soumettait pas aux codes sociaux, et pourtant, lorsqu'il entrait dans ce costume, il semblait être né pour ça. Elle se repassa leur conversation. Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Alors donnons-lui une raison de paniquer. Elle n'avait pas voulu le dire à voix haute, mais, d'une manière ou d'une autre, autour de lui, l'armure se détendit juste assez pour que quelque chose de concret apparaisse. Son assistante frappa une fois, puis entra. La liste finale des RSVP est confirmée. La presse sera dehors. Des rumeurs courent selon lesquelles Maxwell aurait invité 3 médias différents. Sloan ne sourcilla pas, laissez-le faire. Il veut le spectacle. On va lui donner un titre qu'il ne peut pas avaler. L'assistante hésita. Madame, puis-je vous poser une question personnelle? Sloan leva les yeux. Cet homme que vous amenez, Jacques Whitmore. Est-ce une distraction? Demanda Sloan rapidement. Une variable stratégique? L'assistante hocha la tête. Mais en partant, Sloan resta immobile, regardant de nouveau par la fenêtre. Une variable stratégique? Alors pourquoi avait-elle l'impression que Jacques ne faisait pas partie de son plan? Mais c'était la première fois depuis des années qu'il n'en fallait pas. Ce soir-là, Sloan et Jacques étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit restaurant qu'elle avait réservé pour un dîner tranquille avant le mariage. Le mariage était dans moins de 48 heures. Un serveur servit du vin. Jacques déclina. Sloan n'insista pas. Elle le regarda faire. « Tu ne bois pas ?» demanda-t-elle. « Pas en costume » répondit-il. « Une vieille habitude. Quand on essaie de tout gérer, la clarté devient une compétence de survie. » Elle hocha lentement la tête. « Tu n'es pas comme tous ceux avec qui j'ai travaillé. »« Je ne travaille pas pour toi, dit-il doucement.
Je suis là pour toi. Cette différence persistait entre eux comme quelque chose de fragile et de sacré. Tu vas devoir te préparer, dit-elle. Il ne s'agit pas seulement de Maxwell. Sa fiancée, Madeleine, vient de la famille Hawthorne. Ils te décortiqueront du regard avant même que tu ne leur serres la main. Jacques but une gorgée d'eau. Laissez-les faire. J'ai déjà été disséqué. Dépecé. Moqué. Et vous savez quoi? Sloan se pencha. Quoi? Je suis toujours là. Le silence retomba. Plus profond cette fois. Elle le regarda. Vraiment. Et quelque chose en elle se calma. Pour la première fois depuis des années, peut-être. Elle ne se contentait pas de construire des murs. Elle se tenait aux côtés de quelqu'un qui n'avait pas besoin de les briser pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Ne bronche pas, murmura-t-elle. Avant, je le faisais, dit-il, jusqu'à ce que broncher ne me mène nulle part. Elle soutint son regard. Tu vas faire éclater ce mariage, Jack Whitmore. Il sourit, sans arrogance, mais avec une assurance tranquille. Je ne vais rien casser, dit-il. Je vais juste me montrer. Et parfois, cela suffit à briser toutes les fondations. Le domaine de Montlair scintillait sous le ciel, entrelacé de nuages argentés et d'un soleil mourant. On aurait dit un film sorti tout droit d'un magazine, des impeccables, des lustres scintillants, des lueurs à travers les fenêtres cintrées et des voituriers en smoking ouvrant les portières avec une précision robotique. La voiture de Sloan s'arrêta juste après le tapis rouge. Elle ne dit rien. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, mais ses yeux, toujours si soigneusement protégés, brisaient une lueur que Jacques n'avait jamais vue auparavant. Ni peur, ni nervosité, quelque chose de plus calme, comme quelqu'un debout au bord d'un souvenir encore brûlant. Tu peux encore tout annuler, dit Jacques doucement, brisant le silence. Elle le regarda d'une voix ferme mais basse. Et qu'il gagne, sans même se montrer. Jacques hocha légèrement la tête. Je veux juste que tu saches ce qui se passe là-dedans, je ne bronche pas, Sloan laissa échapper un petit rire, plus expiré que sonore. Je commence à te croire. La porte s'ouvrit. Les paparazzis étaient déjà en position. C'est l'heure du spectacle, murmura-t-elle, puis elle sortit sous les lumières. Jacques la suivit, et l'atmosphère changea. Des flashs éclatèrent. Des halètements ondulaient. Les conversations s'essoufflèrent au milieu d'une phrase. La femme que tout le monde attendait, s'évanouissant dans un exil post-rupture silencieux, venait d'arriver, et pas seule. Sloan Everhart, radieuse dans sa soie noire, avec un décolleté suggérant élégance et armure, marchait d'un pas calme et déterminé aux côtés d'un homme indéfinissable, mais que personne ne pouvait détacher du regard. Jacques n'avait l'air mal à l'aise. Il ne se rétrécissait pas et ne se figeait pas. Il existait, tout simplement, et il rendait impossible de détourner le regard. À l'intérieur de la grande salle, étincelante d'accents dorés, et d'un luxe conçu non seulement pour impressionner, mais pour intimider. Maxwell Grant se tenait près de la scène, un bras autour de sa future épouse, Méline Hawthorne, blonde, mince, impeccablement soignée, un sourire figé comme de la porcelaine sur les lèvres. Mais lorsque Sloan entra, son expression se brisa. Il ne s'attendait pas à ça. Pas Sloan. Pas comme ça. Et certainement pas avec quelqu'un qui ressemblait plus à une tempête qu'à un rendez-vous. Sloan marcha droit vers eux. Jacques suivit, silencieux comme une ombre, mais impossible à ignorer. Maxwell. Elle dit d'une voix froide, calme et saccadée. Méline. Méline sourit avec une douceur apprise. Sloan. Quelle surprise. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'honore toujours une invitation officielle, répondit Sloan, surtout quand elle est déguisée en provocation. Maxwell toussa, se remettant légèrement. Tu as l'air en pleine forme. Moi aussi, répondit Sloan. Le chagrin me donne raison. Il y eut un instant de silence stupéfait. Le regard de Méline se tourna vers Jacques. Et ton ami? Avant que Jacques puisse parler, Sloan se tourna vers lui, lui tendant la main comme pour présenter un membre de la famille royale. Voici Jack Whitmore. Ce n'est pas un gestionnaire de fonds spéculatifs, ni un donateur testamentaire, juste quelqu'un que j'ai rencontré un mardi et qui s'est avéré plus mémorable que la moitié de cette salle réunie. Jacques hocha poliment la tête. Plaisir. Maxwell tendit une main raide. Jacques la serra avec un calme mesuré.
Pas de sourire, pas de surcompensation, juste de la pression. Juste de la présence. Tu me sembles familier, dit Méline en inclinant légèrement la tête. On se connaît? La réponse de Jacques fut douce et posée. Tu as sans doute déjà croisé mon ombre. Il se montre là où les gens oublient qui ils ont marché. Méline cligna des yeux. Maxwell le fixa. Sloan sourit. Bonne soirée, dit-elle doucement. Vous l'avez bien mérité. Puis elle se retourna, ni brusquement, ni dédaigneusement, mais comme quelqu'un qui avait déjà pardonné à toute la salle de l'avoir sous-estimé. Ils s'éloignèrent, des coupes de champagne passaient entre les mains des serveurs qui se souvinrent soudain comment s'incliner. Jacques se pencha vers elle. Cette file d'attente, là-bas. Elle sourit. Laquelle? Quelque chose à propos de mardi. J'ai dit la vérité. Les yeux de Jacques brillèrent. Attention, Sloan. On aurait dit de l'affection. Elle but une gorgée de champagne. Ne te laisse pas monter à la tête. C'était bien dit. Tu fais une excellente épée. Jacques rit. Et tu fais une reine terrifiante. Une heure passa. Sloan flottait d'une conversation à l'autre avec la grâce de quelqu'un qui avait mémorisé la carte du pouvoir des années auparavant. Jacques restait à ses côtés, tantôt silencieux, tantôt d'une voix cinglante, et les gens le remarquaient. Non pas qu'il parlait beaucoup, mais parce qu'il n'en avait pas besoin, et que dans une pièce construite sur la posture, c'était déconcertant. À un moment, un président du conseil d'administration se pencha vers Sloan. Il n'est pas comme les autres. Elle répondit sans ciller. Exactement. Près du piano à queue, Maxwell observait. Méline essaya de le distraire avec des présentations, en vain. Sloan s'attendait à du ressentiment. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était du regret. Ce moment arriva lorsque l'orchestre entama une valse. Jacques se tourna vers elle et lui tendit la main. Voulez-vous danser? Sloan hésita, non pas par incertitude, mais parce que cela faisait des années que personne ne lui avait rien demandé sans un angle précis. Elle hocha la tête. Ils se déplaçaient ensemble sous les lustres, sa main ferme sur son dos, ses pas précis mais doux. Il n'y avait pas de performance, pas de spectacle. Juste deux personnes qui, l'espace d'un instant, s'entendaient. Tu es doué pour ça, murmura-t-elle. J'ai passé quelques années à danser en rond, des styles différents, mais ça m'a entraîné. Elle sourit sincèrement. Tu n'es pas perturbé. Moi, si, dit-il doucement. Mais j'ai alors réalisé qu'aucun d'eux n'avait d'importance. Pas vraiment. Elle le regarda. Qu'est-ce qui compte? Jacques ne répondit pas tout de suite. Puis il prononça la phrase qui la marquerait longtemps après la fin de la musique, tu es venu ce soir non pas pour être vu, mais pour enfin cesser de disparaître. La musique s'éteignit, mais les mots restèrent. Ils persistèrent dans sa poitrine comme une vérité qu'elle avait été trop fière pour admettre. Alors qu'il quittait la piste de danse, Maxwell s'approcha seul. Sloan, commença-t-il, visiblement perturbé. On peut parler un instant? Jacques fit un geste pour reculer, mais Sloan lui toucha légèrement le bras. Reste, dit-elle en se tournant vers Maxwell. On a déjà parlé, Max. Tu n'as juste pas écouté. Ce n'est pas une question de passer, dit-il rapidement. Il s'agit de tourner la page, coupa TL. On ne peut pas réécrire la fin. Il ouvrit la bouche, mais sa voix était ferme. Définitive. Tu es parti. Et ce soir, je suis entré à ton mariage sans m'effondrer. C'est tout ce que nous pouvons faire pour tourner la page. Maxwell regarda Jacques une dernière fois, et pour la première fois de la soirée, il cligna des yeux en premier. Alors qu'il se retournait et s'éloignait, Sloan laissa échapper un long soupir. Jacques se pencha, la voix basse. Était-ce aussi satisfaisant que ça en avait l'air? Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle lui prit simplement la main et la serra. Non pas que la salle l'observât, mais parce que, pour la première fois depuis des années, elle s'en fichait. Le temps que la musique s'éteigne et que la dernière coupe de champagne soit débarrassée, le domaine de Montlhéry ressemblait moins à un mariage qu'aux séquelles d'une guerre silencieuse. Sloan et Jacques sortirent sous le ciel de velours, talons hauts sur des phares en pierre, attendant comme des siècles au bord du trottoir. Aucun des deux ne parla. Ce n'était pas gênant. C'était plus lourd que ça. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, Sloan se tourna vers lui, les bras croisés, la voix basse. Tu as tenu bon.
Jacques s'appuya contre la portière, les mains dans les poches. Tu t'attendais à ce que je ne le ferai pas, non, admit-elle. Je n'étais juste pas sûr de ce qu'il te restait de terrain. Ça s'est posé entre eux comme la vérité le fait souvent, silencieuse et indéniable. Jacques pencha légèrement la tête. Il y a toujours du terrain. Parfois, c'est juste sous les décombres. Sloan ouvrit la portière, marqua une pause, puis le regarda. Tu veux rentrer chez toi, Jacques, ou tu veux savoir pourquoi tu étais la personne idéale pour ce soir? Il n'hésita pas, je veux savoir. 20 minutes plus tard, ils se tenaient dans l'ascenseur de la tour Everhart, le silence entre eux, désormais électrique, non plus pesant, mais bourdonnant, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un penthouse privé qui surplombait tout Manhattan. Des murs de verre du sol au plafond leur reflétaient la ville comme un miroir de tout ce qu'il ne disait pas. Jacques entra lentement, le regard parcourant l'espace. On vit comme quelqu'un qui ne s'attend jamais à rester. Sloan haussa un sourcil. Et on dirait quelqu'un qui a toujours un sac dans la tête. Il sourit faiblement. Tu n'as pas tort. Elle se dirigea vers le bar, se servit 2 verres de bourbon, ne demanda rien, se contenta de proposer. Il le prit, but une gorgée. Puis vint le silence, ce silence qui ne se précipite pas, celui qui attend que la douleur apparaisse d'elle-même. Sloan finit par parler d'une voix plus douce que d'habitude, comme si elle avait vieilli du jour au lendemain. Tu sais ce qu'il y a de pire quand on est abandonné? Demanda-t-elle. Ce n'est pas l'humiliation. C'est le silence. C'est la façon dont les gens murmurent comme si on était une Chine fragile, mais refusent de te regarder dans les yeux de peur de voir la fissure. Jacques ne l'interrompit pas. Elle poursuivit. Quand Maxwell est parti, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai travaillé. J'ai acheté un autre immeuble. J'ai finalisé une fusion. Et chaque jour, j'entrais dans des salles de réunion remplies d'hommes qui se demandaient si j'allais enfin craquer. La voix de Jacques était douce. Et toi? Elle se tourna vers lui. Non, mais quelque chose a changé. Pas en moi, autour de moi. Les gens changèrent de ton, de posture. Ce n'était pas de la sympathie. C'était du calcul. Ils pensaient que la douleur m'avait affaibli. Jacques l'observa. Mais la douleur ne t'a pas affaibli, si? Non. Elle le regarda. Cela me fit taire. Et parfois, les femmes silencieuses effraient les hommes les plus bruyants. Il posa son verre. Tu m'as amené ici pour me remercier, dit-il. Mais quelque chose me dit que tu m'as aussi amené ici parce qu'il y a plus. Elle se dirigea vers le centre de la pièce, sortit un élégant dossier noir d'un tiroir et le posa sur la table basse entre eux. Tu as dit plutôt que tu avais effacé ton nom, que tu étais quelqu'un d'autre. Les épaules de Jacques se crispèrent, mais il ne dit rien. J'ai quand même cherché, dit-elle. Et je ne t'ai pas trouvé. Pas de LinkedIn, pas de presse, pas de casier judiciaire, pas même une licence commerciale suspendue, juste un nom sans ombre. Jacques expira longuement et lentement. Tu as fait tes devoirs. Il le fallait, dit-elle, parce que je sais ce que signifie s'effacer, et ça ne se fait pas sans sang. Jacques s'assit en face d'elle. Tu veux la vérité? Oui. Il baissa les yeux sur ses mains, calleuses et usées. Puis se redressa. Il y a 5 ans, j'ai fondé une start-up. Une vraie. Rien de clinquant, juste une bonne infrastructure, du code intelligent et un business model propre. J'avais un associé. On a bâti vite, grandi vite, trop vite. Que s'est-il passé? Il m'a vendu. Les mots sont tombés comme des pierres. Dans mon dos, il a accepté le rachat d'une grande entreprise, dont j'ignorais les liens avec une holding dirigée par. Il s'arrêta. La voix de Sloan baissa. Par qui? Jacques croisa son regard. Everhart Holdings. Tout s'arrêta. Le verre, la ligne d'horizon, son souffle. Il le dit doucement. Tu ne savais pas? Je le vois bien maintenant. Sloan s'assit lentement. Mon nom était sur l'acquisition. Tu étais le bras silencieux de l'affaire. Mon associé a tout signé, mais ton entreprise a géré le rachat. Les papiers étaient propres, légaux, mais ça m'a saigné à blanc. Elle fixait les lumières de la ville comme si elles allaient faire disparaître le passé. J'ai tout perdu, comme il l'avait dit. L'entreprise, mes économies, ma maison,
ma femme. Elle est partie 6 mois plus tard. Elle a dit qu'elle ne s'était pas engagée dans la lutte. Elle a emmené ma fille avec elle pendant un temps. Je me suis battu comme un dingue pour récupérer Ellie. Un silence. Et maintenant, tu es là, dit-elle doucement. Dans mon appartement, avec mon argent. Jacques sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. La vie a son côté ironique, non? Sloan se leva et s'approcha de la fenêtre. Je ne connaissais pas Jacques, et je ne dis pas ça pour échapper à la culpabilité. Je le dis parce que je veux que tu saches que si j'avais vu ton nom, ton visage, ton entreprise, j'aurais remis en question cet accord. Il l'observait. Tu n'es pas responsable, dit-il. Mais tu en fais partie. C'est toute la différence. Elle se retourna vers lui. Et maintenant, que se passe-t-il? Jacques se leva. Ça dépend de quoi. Si tout ça n'était qu'une mise en scène pour ton ex ou si tu pensais vraiment ce que tu as dit en lui disant que je n'étais pas quelqu'un que tu pouvais remplacer. Silence. Puis sa voix, plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. Je le pensais vraiment. Jacques s'avança lentement vers la porte et s'arrêta, la main sur la poignée. Quand on te prend tout, dit-il, tu n'as pas le droit de décider à quoi ressemble la justice. Pris juste pour une bonne journée. Il se tourna vers elle. Ce soir était une bonne journée. Puis il partit, laissant Sloan seul, dans la lumière de tout ce qu'elle avait construit, réalisant peut-être pour la première fois à quel point tout cela avait été payé par la perte de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages telle une vérité réticente, belle, mais trop vive pour l'ambiance qu'elle illuminait. Jacques était assis sur l'escalier de secours de son appartement, sirotant un café tiède dans une tasse ébréchée. En contrebas de la rue, murmurait le chaos habituel des livraisons matinales, des aboiements des chiens et d'un bus qui arrivait toujours 5 minutes trop tard. Ellie dormait encore à l'intérieur, emmêlée dans ses draps roses en lambeaux, serrant contre elle son lapin en peluche usée. La nuit dernière résonnait dans l'esprit de Jacques comme une chanson sans refrain. Il s'était tenu dans le ventre du privilège, signifié des fantômes en smoking, et avait observé une femme qui avait inconsciemment joué un rôle dans sa chute, cherché quelque chose qui ressemblait dangereusement à la rédemption. Et maintenant, il était à nouveau vide. Pas brisé, juste à la dérive. Son téléphone vibra. Sloan Everhart. Il fixa le nom un instant avant de répondre. Bonjour, dit-il d'une voix rauque de fatigue. Je n'ai pas dormi, répondit-elle. Je ne te l'ai pas demandé. Un silence. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit avant de partir, continua-t-elle. Tu ne peux pas choisir la justice pour espérer une bonne journée. Jacques attendit, et je réalisai, dit-elle doucement, je n'en ai jamais eu. Pas une bonne journée. Pas celle qui vient de la paix, seulement celle qui vient du pouvoir. Il ne dit rien. La voix de Sloan se crispa. Est-ce que ça changerait quelque chose si j'essayais de réparer ce qui t'est arrivé? Jacques laissa échapper un rire discret. On ne répare pas ce genre de choses. On y survit. Mais peut-être que je ne veux plus être le genre de femme qui survit aux choses. Le visage de Jacques se durcit. Alors sois celle qui regarde les choses droit dans les yeux. Silence. Jacques. Elle hésita. Il y a autre chose. Et voilà. Ce changement de ton, ce tremblement de vérité cachée. Il ferma les yeux. Dis-le. J'ai sorti les dossiers d'acquisition originaux des archives, et il y a un nom sur la ligne pointillée auquel je ne m'attendais pas. Le souffle de Jacques ralentit. Elle le dit prudemment, comme poser du verre sur du marbre. Ton ex-partenaire. Il ne t'a pas simplement trahi. Il a été payé en plus pour ça. Et la personne qui a autorisé le paiement était mon père. Jacques se leva, la tasse qu'il tenait à la main craquant légèrement sous sa main. Ton père? Oui. Ni membre du conseil d'administration, ni conseiller juridique. Ton sang? Je l'ignorais. Elle chuchota. Mon père utilisait des entités fantômes. Il avait ses propres jeux de guerre. Depuis toujours. Il a acheté ton entreprise non pas pour le profit, mais pour enterrer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Jacques arpentait les trois rebords, la mâchoire serrée. Je n'ai donc jamais été une cible, juste un dommage collatéral. Oui. Et tu pensais que me dire ça aiderait? Je pensais que ne pas te le dire serait pire. Il cessa de faire les 100 pas.
Tu crois que ça change quelque chose? La voix de Sloan se brisa légèrement. Ça devrait. Non, dit Jacques. Ça boucle la boucle. Puis il raccrocha. Plus tard dans l'après-midi, Jacques se tenait devant un centre communautaire où Ellie avait son cours de dessin après l'école. La fresque murale sur le mur était décolorée, mais toujours aussi belle. Une centaine de minuscules empreintes de mains formaient un arbre. Une femme s'approcha du parking, vêtue simplement mais avec élégance. C'était Sloan. Jacques ne bougea pas. Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé au portier de ton immeuble. Il me préfère à toi. Il se tourna lentement vers elle. Je t'ai dit tout ce que tu avais besoin de savoir hier soir. Non, dit-elle en s'approchant. Tu m'as dit tout ce qui faisait mal, pas tout ce qui comptait. Jacques détourna le regard. La voix de Sloan s'adoucit. Tu as dit un jour qu'on ne bronche pas quand on a tout perdu. Mais peut-être que broncher n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est la preuve qu'on ressent encore quelque chose. Il resta silencieux. Elle essaya de nouveau. Tu es venu me chercher quand j'avais besoin de quelqu'un pour calmer la situation. Tu as tenu bon quand le sol s'est fissuré sous mes pieds. Je ne t'ai pas fait venir dans mon monde pour ruiner le tien, Jacques. Tu ne l'as pas ruiné, dit-il sèchement. Tu m'as juste rappelé ce que ça faisait de perdre 2 fois la tête. Les yeux de Sloan brillaient, mais pas de larmes. Avec retenue. Je ne peux pas changer le passé, dit-elle. Mais je peux combattre l'avenir. Je peux révéler ce que mon père a fait. Faire le ménage. M'assurer que personne d'autre ne soit pris dans son ombre. Jacques l'observa. Pourquoi pour moi? Non, dit-elle. Pour moi, parce que si je ne le fais pas, tout ce que j'ai construit n'est qu'un trône sur les os des autres. Il laissa échapper un lent soupir. Puis Ellie fit irruption dans la pièce en agitant un dessin. Papa, regarde. J'ai dessiné une princesse à moto. Jacques s'agenouilla, prit le papier et sourit. Le prince le plus rapide du royaume. Ellie aperçut Sloan. C'est ton ami avec les chaussures brillantes? Sloan sourit. C'est moi. Tu vas venir à ma fête d'anniversaire? Jacques et Sloan échangèrent un regard. Ellie sourit, imperturbable. Je veux un gâteau aux fraises et pas de conversation d'adulte. J'essaierai, dit Sloan doucement. Mais je risque d'être en retard. Ellie hocha la tête solennellement, comme si c'était juste. Jacques se releva. Sloan le regarda. Je ne te demande pas pardon, Jacques. Je te demande juste de pouvoir être à tes côtés, non pas comme ton aide, mais peut-être un jour comme ton ami. Il l'observa un long moment, puis finit par parler. Tu n'as qu'une chance. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et pour la première fois depuis leur rencontre, aucun des deux ne détourna le regard. La salle de réunion d'Everhart n'avait jamais connu un silence aussi profond. Ce n'était pas le silence poli. C'était celui qui s'abat sur une pièce juste avant une tempête. 12 hommes étaient assis, raides, à la longue table en acajou. La plupart étaient des vétérans des fusions, des rachats et des échecs d'entreprise, jouant avec la vie des autres. Mais ce jour-là, Sloan Everhart ne jouait pas aux échecs. Elle tenait une épée. J'ai ici, dit-elle en tapotant un dossier avec une lente précision, une série d'acquisitions confidentielles réalisées sous une société écran privée appelée Cordova Partners. Toutes liées, ce n'est pas un hasard, à des comptes gérés hors bilan par mon père, William Everhart. Elle marqua une pause. Plusieurs de ces acquisitions, dont une d'il y a 5 ans qui ciblait une start-up appelée Beacon Grid, ont été menées sous de faux prétextes et sciemment dissimulées au public. Un membre plus âgé du conseil d'administration s'éclaircit la gorge. Sloan, vous comprenez sûrement. Je comprends que des hommes comme vous aient peur de ce qui se passera quand la vérité fera son chemin, elle l'interrompit. La salle changea de direction. Elle se leva lentement. Ce n'est pas une menace. C'est un règlement de compte. Nous ne pouvons pas avancer en tant qu'entreprise bâtie sur des terres volées. Le directeur juridique se pencha en avant. Que comptez-vous faire? Divulguer publiquement. J'ai déjà contacté les autorités fédérales. Ces acquisitions font l'objet d'une enquête. Le mal est fait, mais la guérison commence maintenant, sinon je m'en vais. Un autre silence, un autre silence. Puis un lent applaudissement retentit dans un coin. William Everhart surgit de l'ombre derrière la cloison vitrée.
Eh bien, dit-il d'une voix pleine de condescendance. L'air pousse des griffes. Sloan ne broncha pas, tu ne devrais pas être ici. J'ai bâti cette entreprise, et je la sauve de l'homme qui l'a corrompue. Il s'approcha, d'un pas lent et régulier. Tu te crois noble? Tu crois que réécrire l'histoire te rend juste? Je ne la réécris pas, dit-elle. Je la publie. William s'arrêta à 60 centimètres d'elle. Ça. Voix baissa. On ne survit pas en ce monde en étant bon, Sloan. On survit en étant utile. Elle croisa son regard, inébranlable. Alors je préférerais disparaître. Sur ces mots, elle se tourna vers le conseil d'administration. Ma démission est sur la table. Mon combat pour l'intégrité aussi. Mais on n'a pas les deux. Choisis. Cela prit moins de 10 minutes. Le vote fut unanime. William fut démis de ses fonctions de conseiller et de successeur. Son accès lui fut retiré, son nom rayé de tous les murs de la salle de conférence. Sloan ne sourit pas. Elle expira simplement. Ce soir-là, elle ne retourna pas aux Pentouzes. Elle ne retourna nulle part où briller. Au lieu de cela, elle se retrouva devant un immeuble en briques rouges délavé du Lower East Side, chez Jacques. Il ouvrit la porte, vêtu d'un vieux sweat à capuche. Ellie en équilibre sur sa hanche, une brosse à dents dans la bouche. Elle cligna des yeux. « Salut, salut » dit Sloan doucement. Saletant, la regarda Jacques. Elle portait un jean et un t-shirt. Ni maquillage, ni armure. Il s'écarta. Jamais. À l'intérieur, Ellie sauta se rincer, puis cria depuis la salle de bain, « Je vais dessiner un raton laveur roquette qui mange des brocolis. » Jacques sourit. Elle essaie de rendre les légumes plus cool. Sloan rit faiblement. Elle est persuasive. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Une ampoule au-dessus de sa tête projetait une lumière chaude et vacillante. « Je l'ai fait, » dit Sloan. Je le mis à terre. Jacques ne répondit pas tout de suite. Alors, comment te sens-tu? Comme si j'avais brisé une fenêtre peinte depuis des années. Il y a de l'air maintenant, mais il est froid. Il hocha la tête. C'est ce que ressent la vérité au début. Froide avant de guérir. Elle le regarda, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je crois que j'avais besoin que tu me le rappelles. Je le sentais encore. Jacques remua lentement son café. Avant, je pensais que la guérison venait du fait de retrouver les choses, mais maintenant, je pense que la guérison vient quand on cesse d'avoir besoin de ce qui nous a brisés. Elle le fixa du regard. Pourquoi es-tu si doué avec les mots? Il haussa les épaules. J'ai épuisé toutes mes excuses depuis longtemps. Alors j'ai commencé à dire la vérité. Ils restèrent assis en silence un moment. Pas de performance, pas de pression, juste la paix. Puis Ellie sortit du sommeil, le regard encore lourd. Elle regarda Sloan. Tu restes pour une histoire du soir? Sloan cligna des yeux, surprise. Ça te va? Ellie hocha la tête solennellement. Seulement si tu fais des voix. Jacques sourit. Elle a des critères. Sloan rit doucement, pas de son rire contrôlé et expérimenté. Un vrai. Et lorsqu'ils se blottirent sur le vieux canapé, Ellie entre eux, Sloan lut l'histoire d'un lion qui perdit son rugissement et le retrouva de la manière la plus inattendue. Sa voix ne faiblit qu'une fois. Au téléphone, même les lions ont besoin de quelqu'un pour leur rappeler qui ils sont vraiment. Jacques la regarda alors, non pas comme la femme qui lui avait coûté une entreprise, conquis une salle de conférence ou traversé le feu en talons aiguilles, mais comme quelqu'un qui était enfin revenu à elle-même. Plus tard, alors qu'il la raccompagnait à la porte, elle se tourna vers lui. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle. « Ni où ça va. »« Moi non plus, » répondit Jacques. « Mais je sais que ce n'est pas forcément parfait. Il faut juste que ce soit vrai. » Et à cet instant, sans contrat, sans condition, elle se pencha, le front contre le sien, pas un baiser, juste un souffle partagé entre deux êtres qui avaient trop perdu pour gâcher quelque chose d'aussi vrai. On frappa juste avant minuit. Jacques venait de mettre Ellie au lit. Une douce berceuse flottait encore dans l'air, le genre de berceuse qui rappelait qu'elle n'était pas pour les enfants. Elle était destinée aux parents pour apaiser les tempêtes dont ils ne pouvaient parler. Il resta une seconde à la porte avant de l'ouvrir. De l'autre côté se tenait quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis presque 2 ans. Une femme, la trentaine,
blonde, bottes de luxe, le genre de beauté fatiguée qui autrefois faisait des promesses et ne les tenait jamais. « Salut, Jacques, dit-elle. La voix de Jacques était un murmure d'acier. « Rachel. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas son regard. « Puis-je entrer ?» Il ne bougea pas. « Que veux-tu ?» Son regard parcourut le couloir. « Je veux juste parler. » 5 minutes. Jacques hésita, puis s'avança. Elle entra, immédiatement attirée par les photos sur l'étagère latérale. L'une représentait Ellie avec une couronne en carton. Une autre, elle avec Jacques, la cerise sur le gâteau, sur leurs deux nez. Le visage de Rachel se crispa. Elle a l'air heureuse. Elle l'est, se retourna-t-elle. J'ai été 2 fois en cure de désintoxication. Je sais, dit Jacques doucement. Je pensais à Ellie tous les jours. Jacques hocha la tête une fois. Penser, ce n'est pas la même chose que se montrer. Je le sais aussi. Elle s'approcha. Je veux la voir. Jacques ne broncha pas, tu es parti alors qu'elle ne savait même pas lasser ses chaussures. J'étais malade. Tu étais égoïste, dit-il calmement. Et malade. Les deux ne sont pas exclusifs. Sa voix se brisa. C'est ma fille. C'est ma fille maintenant. Tu as perdu ce titre en partant et tu as signé la garde sans sourciller. Je n'étais pas dans mon état normal, coupa Jacques. Pas avec colère, mais avec vérité. Et maintenant tu le es. C'est bien. Mais ne confonds pas guérison et rédemption. Ce n'est pas le même chemin. Silence. Elle tomba. Rachel recula vers la porte, puis marqua une pause. Il y a quelqu'un dans ta vie maintenant. La mâchoire de Jacques se crispa. J'ai vu son nom dans le journal, ajouta-t-elle. Sloan Everhart, PDG devenu sainte. Internet adore les transformations. Jacques plissa les yeux. Si tu es là pour créer des problèmes, pas moi. Elle s'adoucit. Je voulais juste te voir et te présenter mes excuses, même si tu ne le croiras jamais. Jacques s'appuya contre la table, les mains jointes. Je crois aux excuses, dit-il, mais seulement quand elles s'accompagnent d'un changement de comportement, pas seulement de mots. Rachel hocha lentement la tête, puis fouilla dans son manteau et lui tendit une enveloppe pliée. Mon numéro. Si jamais elle veut poser des questions, j'ai le courage de répondre. Il prit la lettre sans un mot. En sortant, elle se retourna une dernière fois. Elle me ressemble. Jacques la regarda droit dans les yeux. Non, elle ressemble à Hope, et l'espoir ressemble à celui qui se bat pour lui. Le lendemain matin, Sloan était déjà assise au box d'angle d'un vieux restaurant que Jacques fréquentait avec Ellie le week-end. Elle portait un pull couleur crème, les cheveux démaquillés, tirés en arrière. Elle ressemblait moins à une PDG qu'à quelqu'un qui essaie de se souvenir de la chaleur. Jacques se glissa sur le siège en face d'elle. On dirait que tu n'as pas dormi, dit-elle. Il remua lentement son café. Rachel est passée la nuit dernière. Le regard de Sloan s'est aiguisé, mais sa voix est restée posée. Le X. Elle veut voir Ellie. Sloan n'a pas répondu tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu as dit qu'elle n'avait pas le droit d'entrer et de réécrire la fin juste parce qu'elle regrette le milieu? Sloan hocha lentement la tête. C'est bien. La queue. Ce n'était pas une queue, c'était la vérité. Ils restèrent assis en silence tandis que la serveuse apportait des crêpes à Ellie, qui était dans un box à proximité, en train de dessiner une fusée dont le pot d'échappement était rempli de fleurs. Sloan la regarda, puis de nouveau Jacques. Elle posera des questions un jour, dit-elle, sur sa mère. Je sais. Que lui diras-tu? La vérité, répondit-il. Mais doucement. Je lui dirai que certaines personnes aiment de tout leur cœur, et que parfois, tout ce qu'elles ont ne suffit pas. Sloan déglutit. Tu crois que c'est aussi vrai pour moi? Le regard de Jacques croisa le sien. Fixe, bienveillant. Non, tu n'as jamais aimé à moitié. Tu ne savais juste pas où viser. Elle cligna rapidement des yeux, puis sourit à peine. Et maintenant, Jacques dit, tu apprends. Et moi aussi. Il fouilla dans la poche de son manteau et lui glissa une petite carte dessinée à la main. Elle l'ouvrit. C'était l'écriture d'Ellie. Des lettres colorées et tordues. Merci d'avoir refait rire papa. Les yeux de Sloan brillèrent. Elle l'a fait elle-même, dit Jacques. Elle ne me l'a même pas dit.
Sloan passa doucement son pouce sur le papier comme si elle touchait quelque chose de sacré. Je ne sais pas si je le mérite. Jacques pencha la tête. Peut-être pas encore. Mais elle pense que oui, et c'est un bon point de départ. Elle plia la carte avec soin, comme si elle était plus fragile que n'importe quel contrat qu'elle avait jamais signé. Puis elle le regarda. Tu as dit un jour que guérir ne consistait pas à récupérer ce qu'on a perdu, mais à abandonner ce qui nous a brisés. J'y crois toujours. Alors peut-être que nous pourrons tous les deux abandonner ce qui ne nous a pas servi, les personnes que nous avons dû être pour survivre. Jacques eut un sourire, pas large, mais profond. Peut-être le sommes-nous déjà. À ce moment-là, Ellie s'approcha en bondissant, la tenant dans ses bras. Elle redessina son dessin. J'avais ajouté un parachute au cas où la fusée aurait peur. Jacques ricana. Bien vu. Sloan se pencha. Même les fusées les plus puissantes ont besoin d'un retour en douceur sur Terre. Ellie rayonna. Tu veux colorier le prochain avec moi? Sloan cligna des yeux. J'adorerais. Tandis qu'ils étaient assis là, Jacques observant les deux personnes qui avaient ouvert des parties de lui, il pensa que quelque chose enfoui depuis longtemps s'était installé dans sa poitrine. Pas la paix, pas encore, mais le début. La ville respirait de doux bleu et or ce soir-là, leur entre l'épuisement et le calme, ou même le bruit s'était suffisamment calmé pour que les gens entendent leur cœur. Jacques se tenait au pied de l'escalier du toit, levant les yeux vers la douce lueur au-dessus. Sloan avait envoyé un message plus tôt. Monte. Habille-toi chaudement. Il gravit les marches étroites, la porte grinçant sur le vieux toit de son immeuble. Elle était là, assise en tailleur sur une couverture usée par les intempéries, deux thermos à côté d'elle, et une galaxie de guirlandes lumineuses au-dessus de sa tête. Tu as construit un ciel, dit-il en sortant dans la douce lumière. Sloan leva les yeux et sourit. Pas d'étoile à Manhattan. Je me suis dit que j'en ferais. Jacques rit doucement en la rejoignant sur la couverture. La ligne d'horizon se profilait derrière ces tours argentées, s'étendant dans le crépuscule comme des vagues gelées. Tu n'avais pas besoin de m'impressionner, tu sais, dit-il en dévissant le couvercle d'une bouteille isotherme. Elle lui tendit une tasse. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. J'ai passé toute ma vie à construire des choses qui scintillent. Ce soir, je voulais construire quelque chose qui ait du sens. Il but une gorgée. Camomille et miel. Tu changes, dit Jacques. Non, répondit-elle doucement. Je me souviens juste. Ils restèrent assis un moment à regarder la ville scintiller en contrebas. Je venais ici quand j'étais adolescent, dit Sloan. Après les disputes avec mon père, après chaque échec au conseil d'administration, c'était le seul endroit où je pouvais enlever le masque. Pourquoi me montres-tu ça? Demanda Jacques. Parce que tu es la première personne que j'ai jamais voulu me voir sans. Jacques la regarda au-delà de l'assurance et de la perfection, et il la vit à la fois effrayée et courageuse. Tu penses que je suis forte, dit-elle. Mais la plupart du temps, je ne fais que montrer ma force. Jacques ne s'y a pas. La vraie force, c'est de se voir dans sa douceur et de ne pas broncher. Sloan expira en tremblant. Alors je veux être forte. Il tendit la main et lui toucha doucement la main. Alors commence ici. Le silence retomba. Mais cette fois, ce n'était pas vide. C'était sacré. Sloan se tourna vers lui, la voix basse. Crois-tu qu'il soit possible pour des gens comme nous, brisés de manière si différente, de trouver quelque chose de complet? Jacques baissa les yeux sur leurs mains. Je ne pense pas que l'amour nous sauve du naufrage, dit-il. Je pense que c'est ce que l'on trouve quand on cesse de faire comme si on n'avait jamais été brisé. Elle laissa ces mots s'installer profondément. J'ai passé des années à croire que je devais gagner l'amour en étant utile, puissante, indispensable, admit-elle. Mais avec toi, je veux juste l'être. La voix de Jacques était douce, et c'est exactement ce qui lui suffit. Puis, lentement, délibérément, il se pencha. Ce n'était pas un grand baiser cinématographique. C'était plus calme, une rencontre de souffle, de souvenirs et de désirs qui avaient trop attendu. Lorsqu'ils se séparèrent, le front de Sloan reposa contre le sien. Je suis terrifié, murmura-t-elle. Moi aussi, répondit-il. Mais ne fuyons pas cette fois. Plus tard dans la semaine, tous les trois, Jacques, Sloan et Ellie se retrouvèrent sur un marché fermier tranquille en périphérie de la ville. Ce n'était pas prévu.
Sloan était venu les chercher dans une voiture empruntée. Pas de sécurité, pas de chauffeur, juste ses cheveux en queue de cheval, ses lunettes de soleil relevées, riant quand Ellie insistait pour qu'ils achètent tous les pots de confiture de fraises qu'ils croisaient. Tu sais, ce truc, c'est juste des bonbons déguisés, non, dit Jack en examinant un bocal. Bien, gazouilla Ellie. Alors je n'aurai pas besoin de dessert. Sloan se pencha et chuchota à voix haute. Ne le dis pas à ton père, mais je suis d'accord. Jack haussa un sourcil. Oh, c'est comme ça. Maintenant, dit Sloan, l'équipe fraise, en tirant la langue. Ellie rit de manière incontrôlable. Et Jack, lui, les observait. Deux morceaux de sa vie qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir tenir dans le même cadre. Et pourtant, ils étaient là, à repeindre les samedis en couleur. Assis sur un banc avec leur sac et leur confiture, Ellie jouait avec une coccinelle sur sa main. Sloan elle se pencha vers Jack. Tu sais ce qui me fait le plus peur, demanda-t-elle. Quoi? Que je puisse mériter ça. Jack la regarda. Vraiment? Elle hocha la tête, les larmes à peine contenues. C'est difficile de laisser entrer quelque chose d'aussi doux après une vie de dureté. Ce n'est pas la douceur qui fait peur, dit Jack. C'est le silence qu'elle engendre, car c'est là qu'on entend tout ce qu'on a essayé de distancer. Sloan cligna des yeux, se défaisant silencieusement. Puis Ellie grimpa sur leurs genoux, les doigts collants et les cheveux en bataille. On est une équipe maintenant, demanda-t-elle. Jack se figea, ne sachant pas quoi répondre, mais Sloan, sans hésiter, attira Ellie contre lui et dit, si tu veux bien de moi. Ellie hocha la tête, satisfaite. Puis, oui. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fût endormie, Jack se tenait sur le seuil de sa chambre. La veilleuse brillait doucement. Il s'attarda plus longtemps que d'habitude. Sloan s'approcha par derrière et lui entoura la taille de ses bras. C'est à ça que ressemble la guérison, demanda-t-elle. Jack se tourna, posant son front contre le sien. Non, dit-il doucement. Voilà à quoi ressemble l'espoir quand il croit enfin avoir un foyer. La messagerie vocale de Jack clignota sur son téléphone juste après minuit. Il terminait une nouvelle qu'il n'avait pas eu l'intention d'écrire, mais qui jaillissait de lui comme l'eau qui s'échappe d'un barrage. Elle parlait d'un homme qui avait réappris à respirer après avoir oublié la douceur. La fin n'était pas encore terminée. Mais l'appel la coupa net. Numéro inconnu. Indicatif régional du New Jersey. Rachel. Jack fixa l'écran. Puis appuya sur lecture. Dis donc, je sais que tu as dit de ne pas appeler, mais je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit sur la nécessité de se racheter. Et je pense pouvoir y arriver. J'ai rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille aujourd'hui. Je dépose une demande de garde partagée. L'héritier a quitté la pièce. Je n'essaie pas de la lui enlever, Jack. Je veux juste qu'elle sache que je n'ai pas abandonné pour toujours. Et si ça compte, je suis clean. Je reste clean. Tu es un bon père, mais je suis toujours sa mère. Ça doit bien compter. Clic, il resta là, silencieux. Puis se tourna lentement vers la porte d'Ellie. La veilleuse à l'intérieur brillait encore d'un jaune doux. Il n'entra pas. Il resta simplement dehors, une main appuyée contre le bois. Le lendemain matin, il retrouva Sloan à son bureau, mais quelque chose clochait déjà. Elle le salua d'un sourire circonspect. Son assistante rôdait à proximité, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jack doucement. Sloan hésita, puis lui tendit une tablette. Le titre était brutal. De concierge à jackpot. Un père célibataire vu avec son PDG après que la vraie mère de sa fille a déposé une demande de garde. Sa gorge s'assécha. Les photos étaient granuleuses, mais l'une était réelle, celle du marché fermier, l'autre devant l'école d'Ellie. Quelqu'un fouille, dit Sloan. Ils font comme si tu me manipulais pour avoir un avantage dans une bataille pour la garde. Je n'ai rien divulgué. Je sais, l'interrompit-elle. Mais l'image compte. Mon conseil d'administration est déjà nerveux après les retombées de l'audit interne. Maintenant, il pense que vous êtes un handicap. Les épaules de Jack se raidirent. Alors, pourquoi voulez-vous que je disparaisse en attendant que tout se calme? Non, dit Sloan, mais sans certitude. Je dois juste protéger ce que j'ai reconstruit. Jack la regarda. Vraiment. Et ce que nous construisions?
Elle resta silencieuse. Jacques serra les mâchoires. Tu m'as dit que tu voulais quelque chose de concret, mais quand ça a dégénéré, tu as recommencé à te sentir en sécurité. Sa voix se brisa. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, dit-il, mais c'est honnête. Sloan s'approcha, la voix basse. J'essaie de tout garder en place. Mon nom, mon entreprise, ma santé mentale. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Il hocha la tête une fois, froid et mesuré. On n'a jamais eu que du temps, dit-il. Jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Puis il sortit. Ce soir-là, Sloan était assise seule dans son appartement. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, se moquant d'elle comme un millier de rappels clignotant de tous les mensonges auxquels elle avait dû croire pour survivre. Elle repensa aux yeux de Jacques lorsqu'il avait fermé la porte. Pas en colère, juste fatiguée. Elle prit la carte qu'Ellie avait faite. Merci d'avoir refait rire papa. Ses doigts tremblaient, car elle ne s'était pas contentée de repousser Jacques. Elle avait fait croire à un enfant qu'on pouvait lui faire confiance, puis s'était éloignée dès que la situation s'était gênée. Suis-je encore comme ça? Elle entendit la voix de son père dans sa mémoire. Contrôlez le récit avant que le récit ne vous contrôle. Mais Jacques n'avait jamais voulu contrôler quoi que ce soit. Il voulait juste être aimé sans performance. Et elle n'avait pas su comment. Jusqu'à ce qu'elle perde la seule personne qui la regardait et voyait sa maison au lieu des gros titres. Pendant ce temps, Jacques était assis sur l'escalier de secours devant son appartement, les yeux rivés sur la ruelle tranquille en contrebas. Rachel n'avait pas donné suite. L'histoire faisait boule de neige. Un avocat avait laissé un message vocal concernant la date du procès. Mais rien de tout cela ne la touchait autant que le silence de Sloan. Il pouvait pardonner les attaques. Il pouvait encaisser les insultes. Mais être mis en doute, traité comme un calcul, ça faisait mal. Ellie sortit en pyjama et grimpa sur ses genoux sans un mot. Après un long silence, elle demanda, la gentille dame ne revient pas. Jacques déglutit. Elle a peut-être besoin de temps. Ellie hocha la tête. Ce n'est pas grave. Parfois, j'ai besoin de temps aussi. Comme quand j'ai pleuré à la cafétéria et que je ne voulais pas qu'on me regarde. Jacques l'embrassa dans les cheveux. Je sais. Ellie releva la tête. Mais tu as attendu quand même. Tu te souviens, tu es resté assis là jusqu'à ce que je sois prêt. Il sourit faiblement. C'était peut-être ça, l'amour. Pas de réparation, pas de poursuite, juste une attente douce avec des cadeaux. L'après-midi suivant, Jacques trouva une lettre à sa porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier coûteux, manuscrite de Sloan, serrée, élégante, mais visiblement secouée. Jacques, j'ai dit que j'avais besoin de temps. Ce que j'aurais dû dire, c'est que j'avais besoin de courage et que je n'en avais pas assez au moment le plus important. Tu n'as jamais été le fardeau. Ma crainte était que tu ne me coûtes pas mon héritage. Tu m'as rappelé que j'étais plus qu'une. Ellie m'a donné un dessin. Il y avait une fusée et un parachute. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais maintenant je le comprends. Elle m'apprenait quelque chose que tu savais déjà. Parfois, la seule façon de voler est de faire confiance à l'endroit où l'on atterrit. Si tu peux me pardonner, pas rapidement, mais sincèrement, j'aimerais réessayer. Pas comme ta solution, pas comme ton projet. Juste comme une femme qui apprend à rester quand c'est dur. Ta respiration me manque quand tu ne fais pas semblant d'aller bien. La façon dont Ellie prononce, confiture de fraises, comme une reine me manque. Surtout, le son de notre silence me manque. Jacques, le Sloan, resta immobile, le lut 2 fois, puis le plia soigneusement, le glissa dans sa poche et leva les yeux vers le ciel, déjà plus sombre, mais non sans étoiles. La date du procès arriva et passa discrètement. Rachel ne se présenta jamais. Son avocat expliqua que c'était volontaire, qu'elle avait retiré sa requête après un réexamen approfondi. Jacques n'en demanda pas plus. Il n'en avait pas besoin. Parfois, la clôture ne survenait pas comme un coup de tonnerre, mais comme une décision d'arrêter de saigner dans de vieilles blessures. Il sortit du tribunal en tenant la main d'Ellie. La journée était lumineuse, venteuse. Elle sautillait à côté de lui, inconsciente de la bataille qu'elle avait esquivée, et c'était peut-être là la plus belle victoire de toutes. Ils s'arrêtèrent pour une glace à la fraise, bien sûr. Super salissante, dit Ellie, les yeux pétillants. Comme on n'aime pas ça.
Jacques rit. C'est comme ça que je sache que c'est à toi. Elle gloussa en appliquant une touche de rose sur son nez, et pendant un long et doux moment, elle eut l'impression que le monde lui suffisait. Ce soir-là, on frappa à la porte. Jacques ouvrit lentement. Elle était là, en jean, un simple manteau ne portant qu'un morceau de papier plié. Sloan. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Ses yeux étaient fatigués, et pourtant, elle était plus belle que jamais avec ses talons et son costume. Elle resta silencieuse au début. Lui non plus. Puis elle dit, « J'avais oublié comment frapper jusqu'à ce que tu me rappelles que les portes ne restent fermées que lorsqu'on a trop peur de demander une seconde chance. » Jacques s'écarta. Elle entra. Ellie leva les yeux du canapé, cligna 2 fois des yeux, puis sourit. « Tu es revenu. » Sloan s'agenouilla près d'elle. « Seulement si tu es d'accord. » Ellie hocha la tête avec une joie sans phare. « Tu as raté le lancement de la fusée. »« Je n'en raterai plus jamais une, » murmura Sloan. « C'est promis. » Ellie la prit dans ses bras et Jacques la regarda silencieusement, avec révérence, tandis que les parties brisées de 3 cœurs distincts commençaient à se recoudre, fil par fil, choix après choix. Plus tard, après qu'Ellie se fut endormie, la main de Sloan toujours dans la sienne, Jacques la conduisit à la cuisine. Ils restèrent assis en silence, ce silence qui ne ressemblait plus à de l'évitement, mais à de l'intimité. Jacques servit du thé. « Tu n'étais pas obligé de revenir. »« Je sais. » Il croisa son regard. « Alors pourquoi ?» Elle expira longuement et sincèrement, car courir ne m'avait jamais guéri. Mais le silence entre nous, c'était plus douloureux que tout ce que j'avais jamais quitté. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas être la femme qui bâtit des empires et perd chaque pièce digne d'être vécue. Jacques la regarda sans broncher. « Et toi, que veux-tu être ?» Elle se pencha en avant. « La femme qui reste. Celle qui apprend à colorier hors des lignes avec un j'avais 6 ans et je mets de la confiture de fraises sur mon chemisier en soie. Celle qui rit à minuit et pleure au matin, et qui n'a jamais peur de dire que j'avais tort. » Il sourit doucement, las. « Moi aussi, j'avais tort. » Elle cligna des yeux. « Je pensais que l'amour se gagnait par la souffrance. Que je devais prouver que je n'étais pas brisé. Mais peut-être que l'amour, c'est ce qui arrive quand 2 personnes acceptent de porter les morceaux de l'autre sans jamais faire semblant d'être tranchantes. » Sloan lui tendit la main. « Je ne suis pas parfait, » dit le bon Jacques, « parce que la perfection n'a jamais appris à personne à rester. » Ils restèrent assis là jusqu'à ce que le thé refroidisse, mais l'instant ne fit que se réchauffer. Les semaines passèrent, et la terre amoureuse, retournée au printemps, refleurit. Jacques se remit à écrire. Pas seulement de courts textes pour lui-même, mais des chapitres de quelque chose de plus grand. Un roman, peut-être. Un roman sur les secondes chances. Un roman qui ne commençait pas par la perfection, mais par le désordre, et qui se transforma en grâce. Sloan quitta son siège au conseil d'administration, non pas en retrait, mais en renouveau. Elle lança une fondation au nom de sa mère, qui aidait les parents de la classe ouvrière à trouver des services de garde d'enfants. Pendant qu'ils reconstruisaient leur vie. Et le dimanche matin, tous les 3, Jacques, Ellie et Sloan, préparaient des crêpes, des pancakes brûlés, avec trop de sirop, et des rires qui n'avaient pas besoin d'explication. Un matin, Ellie se tenait dans le couloir, un morceau de papier froissé à la main. « C'est moi qui l'ai fait, » dit-elle timidement. Jacques et Sloan le déplièrent ensemble. C'était un dessin. 3 bonhommes allumettes se tenant la main. Au-dessus d'eux, un soleil. En dessous, de l'herbe désordonnée, joyeuse, réelle et, tout en haut, au crayon rose tordu, notre maison. Jacques regarda Sloan. Sloan regarda Ellie et aucun d'eux ne dit un mot, car parfois le cœur dit ce que les mots ne peuvent jamais dire. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas par des feux d'artifice. Certaines commencent par de petites attentions, un silence partagé, une tasse de thé, une voix brisée. Mais si elles sont vraies, elles ne s'arrêtent pas à la première tempête. Elles plient, respirent, recommencent. Et c'est ainsi qu'un simple arrangement s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Un nouveau départ fondé sur la confiance, la compassion et un amour qu'ils n'avaient jamais vu venir. À votre tour maintenant. D'où regardez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ci-dessous. Cette histoire vous a-t-elle touché? Un moment vous a-t-il touché? Partagez vos sentiments, votre phrase préférée, ou même simplement un bonjour de votre coin du monde? Nous publions des histoires comme celle-ci tous les jours.
Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'un moment qui pourrait illuminer votre journée. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, prenez soin d'eux.